Merci infiniment, Monsieur le Recteur, d'avoir si brillamment campé le décor. Dans votre propos, vous vous posez la question de savoir si nous disposons actuellement des leviers capables de nous permettre de promouvoir, de produire des connaissances en Afrique. Bien entendu, ce colloque interpelle les institutions culturelles, mais également les institutions scientifiques. Je voudrais surtout insister sur les institutions scientifiques, compte tenu de ma capacité de vice-président du CODESRIA, le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique. Donc je vais vous parler un peu de notre expérience. Une expérience vieille de 44 ans. Monsieur le secrétaire exécutif, le CODESRIA a à peu près le même âge que l'institution que vous dirigez. Alors pour répondre à la question posée par Monsieur le Recteur, je voudrais d'abord dire ceci. Il existe, de mon point de vue, une continuité étonnante entre la conférence africaine des humanités qui s'est tenue à Bamako il y a quelques mois, et je salue au passage Adama qui est là, qui a présidé cette conférence et qui en même temps a été le président mondial de la conférence mondiale des humanités de Liège. Donc notre rencontre se situe dans cette continuité, la continuité de Bamako, la continuité avec Liège. Et à Bamako, comme à Liège, comme à Yaoundé, la même question se pose. Quelle est la contribution des institutions de recherche dans la production des humanités africaines? Et je suis heureux de constater que la rencontre de Yaoundé explicite cette question et la précise, puisqu'il s'agit de la contribution des institutions culturelles et scientifiques africaines dans les enjeux de l'émergence et de la renaissance africaine. Le CODESRIA, bien entendu, se sent triplement interpellé. D'abord, le CODESRIA est le pionnier en Afrique des grandes institutions de recherche en sciences de l'homme et de la société. Ensuite, la communauté scientifique internationale reconnaît le CODESRIA comme le numéro 1 de tous les think tanks en Afrique qui opèrent dans le domaine des sciences de l'homme et de la société. Enfin, au CODESRIA, il a été demandé de remplir les missions classiques d'un organisme de recherche tout en poursuivant des objectifs culturels et politiques clairs. Car il s'agit de promouvoir, comme le dit notre charte, le développement des sciences sociales en Afrique en incitant les chercheurs africains à s'engager dans la recherche fondamentale et la recherche axée sur la solution des problèmes de développement africain. Depuis sa création en 1973, le CODESRIA s'est distingué par la qualité de ses programmes et de ses interventions. Nous organisons périodiquement des ateliers de méthodologie et d'écriture. Nous tenons des instituts thématiques, par exemple, il y a un institut sur le genre, un institut sur la gouvernance, etc. Nous octroyons des bourses et des subventions aux étudiants pour la recherche et l'attraction des mémoires et des thèses. Nous publions et diffusons des travaux de recherche de haut niveau. Les buts politiques du CODESRIA ont été définis dès sa fondation en 1973, comme je l'ai dit. Et par la recherche scientifique,
Il s'agit de contribuer à l'effort d'émancipation intellectuelle des peuples de l'Afrique. Et c'est ainsi que le codicilien est apparu comme l'arme théorique au service de la lutte anticoloniale et anti-impérialiste. Cette option était nettement perceptible dans les programmes et les méthodologies développées au cours des années 70-80. Et l'objectif de ces programmes et méthodologies était de rendre intelligible la condition de l'Afrique et des périphéries capitalistes dans un monde marqué par l'inégalité et l'oppression. Et c'est à cette époque que la question du développement inégal apparut comme un enjeu majeur de la politique des sciences sociales en Afrique. C'est également au cours de ces années que le thermonisme affirmé de ses pères fondateurs, je pense en particulier à Samir Amin, amena le codicilien à faire converger vers lui des chercheurs et penseurs progressistes venus du monde entier. Mais où en est-on aujourd'hui? La réponse à cette question doit tenir compte des mutations théoriques, épistémologiques et méthodologiques intervenues dans le domaine des sciences sociales à l'échelle mondiale. Et cette question est importante parce qu'elle permet de mieux saisir l'environnement intellectuel, idéologique et politique dans lequel évoluent les chercheurs du codicilien et les influences que ces derniers sont susceptibles de subir. Et c'est pour cette raison qu'au cours des dernières assises du comité scientifique du codicilien, Samir Amin, quelques personnalités et moi-même avons décidé de renforcer les missions du codicilien en le dotant d'outils de veille intellectuelle et idéologique. J'insiste beaucoup sur cette question de veille intellectuelle et idéologique. Des outils capables de nous permettre d'évaluer les théories, les épistémologies, les méthodologies, les concepts qui se déversent sur notre continent. La résistance à la domination passe aussi par là, car en matière de circulation des idées, des concepts, des méthodes, le continent africain est extrêmement poreux, il est extrêmement vulnérable. J'en veux pour preuve la vitesse avec laquelle le postmodernisme, par exemple, a réussi à contaminer la recherche scientifique africaine avec ses outils, ses concepts et ses méthodologies. Il y a par exemple la nouvelle langue postmoderne qui s'est imposée à la recherche africaine. Par exemple, la gouvernance, le genre, les savoirs locaux, l'hybridité, le métissage, le post-rationnel, le post-national, le post-patriotique, le diasporique, l'exil, le multiculturalisme, la déconstruction dont parlait Grégoire Guin, le nomadisme identitaire, l'interculturel, le transculturel, etc. Voilà autant de concepts d'inspiration postmoderne qui ont été acclimatés dans la recherche africaine. Il y a aussi ces méthodologies. Je pense par exemple à l'herméneutique, au constructivisme, à l'interdisciplinarité, etc. Je pense également aux champs disciplinaires qui ont éclos sous la bannière du postmodernisme. Je pense notamment aux cultural studies, aux gender studies, aux postcolonial studies, aux area studies, aux lesbian studies, aux ethnic studies, etc. L'objectif de cette leçon est de faire le point sur ces questions cruciales. C'est de la réponse donnée que dépend notre engagement en faveur de l'émergence et de la renaissance africaine. Car ce qui est en jeu, il faut bien le souligner, c'est l'engagement de la recherche scientifique africaine en faveur du savoir, de la raison, de l'histoire, de l'émancipation, de la liberté et donc de l'émergence. Et je voudrais saluer la conférence qui a été donnée ici hier par le docteur Foucan Damouni, qui a beaucoup insisté sur les enjeux du savoir, sur les enjeux de la raison, les enjeux de l'histoire pour l'émergence du continent africain. Alors donc, je vais surtout m'intéresser à ce que j'ai appelé tout à l'heure les mutations d'épistémologie, méthodologie et théorie, en cours, justement pour répondre à la question posée tout à l'heure par le recteur. Eh bien, ces mutations qui affectent la philosophie et les sciences de l'homme et de la société ont été menées sous la pression,
on ne le souligne pas assez, sous la pression des programmes d'ajustement structurel, dont l'application impliquait, vous le savez très bien, la libéralisation économique, la démocratisation politique et une plus grande insertion des États africains dans la globalisation. Et ces mutations s'observent particulièrement dans le renouvellement des thèmes, l'expérimentation du nouveau paradigme et l'ouverture aux épistémologies nées de la contestation des Lumières. Que les mutations impulsées par le tournant postmoderne affectent également les périphéries capitalistes peut surprendre si l'on comprend la transition postmoderne comme un phénomène typique des sociétés occidentales nées, dit-on, de la faillite du communisme. Mais la surprise est moins grande lorsqu'on se rappelle qu'avant d'atteindre les universités et les centres de recherche en Afrique, la problématique postmoderne avait d'abord retenu l'attention des intellectuels et académiciens de la diaspora, c'est-à-dire nos collègues qui travaillent aux États-Unis et en Europe occidentale. Et ces intellectuels qui sont fascinés par la civilisation du virtuel, qui sont également attentifs au multiculturalisme et qui sont enfin désireux de surmonter l'antagonisme historique entre le Nord et le Sud. Plus sérieusement, le postmodernisme permet aux élites du Sud de se doter d'outils heuristiques et méthodologiques sûrs pour témoigner des désillusions nées de la faillite non seulement des États nouvellement indépendants, mais également de l'utopie socialiste. Et cette dernière utopie aurait échoué dans sa prétention à proposer au mouvement de libération du tiers-monde une alternative viable au capitalisme et à l'impérialisme. Mais le tournant postmoderne facilite davantage parce que la vision pragmatiste du monde qu'il promeut permet de résoudre la question cruciale de l'égalité des cultures dans un monde globalisé ou encore dans le cadre des grands États multiethniques et multiraciaux. Le coup de génie du postmodernisme et du postcolonialisme, c'est d'avoir réussi à discréditer les utopies de la raison, du progrès, de la nation, de l'État, de la révolution. On y parvient en détrônant bien entendu la raison et en décrétant la faillite de la science en tant que forme réelle du savoir et puissance des vérités. Depuis une trentaine d'années déjà, on note une prolifération de thèmes qui ont pour enracinement le sensible, le concret, l'affectif, l'intuition, le sentiment, la subjectivité, le désir. Ce sont ces thèmes qui ont alimenté des recherches ayant pour horizon les épistémologies alternatives, les épistémologies du Sud, la raison plurielle, un plaidé au professeur Pauleur Otonji qui a beaucoup travaillé sur ces questions. Les pédagogies du Sud, l'interculturalisation des savoirs, les ethnosciences, les savoirs indigènes, les ethnomathématiques, etc. Que le postmodernisme légitime, par exemple, les savoirs hétérodoxes, les savoirs informels, la sorcellerie, la magie, l'astrologie, cela devient banal depuis les travaux de Paul Feyerabend, de Michel Mavsori, de Ashish Nandi en Inde, de Pierre Menera Kapia ici au Cameroun, de Bernard de Souza Santos, un excellent collègue portugais, et qui a influencé plusieurs générations de chercheurs ici en Afrique, mais surtout en Amérique latine et en particulier au Brésil. Avec le couronnement de l'anthropologie et de l'ethnologie comme reine des sciences, parce que c'est de cela qu'il est question maintenant, couronnement contemporain de la découverte plus ou moins émerveillée du peuple, un populisme idéologique et méthodologique insidieux a envahi le champ des sciences sociales, pas seulement en Occident, mais également ici en Afrique. Il faut saisir les contours de ce populisme. Et le terme ici n'est pas péjoratif, bien entendu. Par l'intronisation de la figure du paysan, du peuple, du marginal, du subalterne, du dominé, eh bien, la prétention des intellectuels postmodernes est d'imposer une vision du développement partant d'en bas et non plus d'en haut. Et sur le plan cognitif, le populisme postmoderne ne se contente pas d'exposer des savoirs, des systèmes de représentation,
les techniques propres au subalterne, puisque la finalité ultime est la célébration des autres rationalités et l'invitation au respect cognitif du au peuple. L'argument du populisme postmoderne est que la réhabilitation de leur savoir et de leurs épistémologies permettrait de porter au même niveau de civilisation et de considération les peuples et les sociétés méconnues ou méprisées. L'idée est que la science occidentale constitue un instrument de domination et de contrôle des peuples, non seulement occidentaux, mais des peuples non occidentaux, donc des peuples asiatiques, des peuples africains, etc. Pour les adeptes du populisme postmoderne, la fin de la domination commence avec la reconnaissance de la validité des systèmes alternatifs de savoir, de pensée et de science. Le relativisme culturel justifie une telle approche. Et on y parvient en supprimant, par exemple, la distinction entre l'essence et l'apparence, et en éliminant la distance entre la réalité et la fiction, les sciences de la nature et les sciences de l'homme, la science comme telle et la fiction. D'ailleurs, on insiste beaucoup sur la question de la fiction, on y reviendra un peu plus tard. Une telle démarche permet d'argumenter l'un des paradigmes clés de l'approche postmoderne, à savoir la temporalité interne ou propre à chaque peuple, héritage de l'anthropologie structurale et de l'ethnologie. À partir de ce paradigme qui implique la relativisation des cultures et la suppression de toute hiérarchie entre les formes de savoir, parce que justement, il faut plus hiérarchiser les savoirs et les cultures comme cela se faisait auparavant. L'on conclut, par exemple, que le savoir du plus misérable des paysans africains n'est en rien inférieur au savoir des indigènes agronomes du ministère de l'Agriculture. De la même manière, l'activité du paysan africain ou asiatique cesserait d'être résiduelle pour affirmer son équivalence et son égalité avec l'activité high-tech de l'américain ou du cas le plus compétent de la barre mondiale. Je peux le faire là à un travail très intéressant, un livre intéressant, qui malheureusement n'est disponible qu'en portugais, de Boaventura de Sousa Santos, intitulado Conhecimento Prudente para uma vida decente, un discurso sobre ciencia. Voilà. Il faut insister sur ces questions parce qu'elles illustrent la manière particulière dont le postmodernisme affecte la philosophie et les sciences sociales dans les pays capitalistes. Et ce qui semble intéressant par-dessus tout, c'est la manière dont cette doctrine, par nature hostile à toute forme d'engagement, prétend se transformer ici en instrument de libération entre les mains des subalternes, ou encore des groupes sociaux et des races qui contestent l'hégémonie de l'Occident, ou des représentants locaux, par exemple les Blancs au Brésil. La question mérite qu'on se la pose au regard du positivisme et du conservatisme politique prêché par le postmodernisme. Car le sens commun postmoderne, et je m'appuie là sur les travaux de Boaventura et Sousa Santos, le sens commun postmoderne n'accepte que ce qui existe comme tel. Et se contentant de ratifier l'ordre du monde existant, eh bien, il privilégie les actions qui ne provoquent pas de rupture significative dans le réel. Autrement dit, il n'y a pas de révolution possible, pas de grande rupture dans l'histoire de l'humanité, pas de grande rupture, n'est-ce pas, dans l'histoire des nations. L'un des grands maîtres du postmodernisme, Michel Lafossoni, affirme lui aussi que les barbares qui hantent au quotidien aux jambes de pierre n'ont que faire des thématiques de l'émancipation, dès lors qu'ils ne cherchent ni la perfection individuelle, ni la perfection sociale. Et selon Lafossoni, ces barbares ne se contentent pas, ne contestent pas l'ordre établi et ne votent pas, parce qu'il n'est pas question de contester l'ordre établi, il n'est pas question de voter. Aux injonctions des adultes, eh bien, les jeunes barbares opposent la passivité des fumeurs. Et ça, c'est une citation. En fait, le paradoxe ici n'est qu'apparent. Lorsqu'on se rappelle avec Richard Rorty que la transition culturelle postmoderne pointe en direction d'une société libérale dont les idéaux peuvent être réalisés
par la persuasion plutôt que par la force, par la réforme plutôt que par la révolution, par la confrontation libre et ouverte des pratiques linguistiques. C'est dans ce sens que mon ami et frère Grégoire Guillaume rêve de l'extension de la sophistique à l'ensemble de la planète pour voir émerger des sociétés démocratiques et libérales. Et là, je le cite. Il est donc possible d'épuiser des preuves dans l'histoire contemporaine des idées pour montrer que le postmodernisme est la forme de philosophie la plus adaptée à une économie financiarisée et globalisée. C'est ce que montrent parfaitement les recherches de Samirani, mais aussi des frères Jameson et de Jürgen Abadurani. Ces derniers saisissent en effet le postmodernisme en termes de logique culturelle du capitalisme avancé ou encore des conséquences culturelles de la globalisation. Il me semble aujourd'hui important d'insister sur les questions proprement épistémologiques et méthodologiques, parce que le structuralisme et le post-structuralisme, le positivisme, le pragmatisme social, l'herméneutique, l'idéalisme subjectif, notamment l'idéalisme linguistique, le relativisme, les nombreuses approches pédagogiques, par exemple l'approche par objectif, l'approche par compétence, qui sont au cœur de la problématique postmoderne, nous invitent à réfléchir